Le président Trump vient de terminer une visite importante en Chine, avec l'Iran au cœur des discussions. La Chine étant le principal acheteur de pétrole iranien, Trump a suggéré qu'éloigner Pékin de Téhéran pourrait contribuer à mettre fin à la guerre, tout en avertissant que des plans militaires sont prêts si la diplomatie échoue. Pendant ce temps, Israël lance une action en justice d'envergure contre le New York Times à propos d'un éditorial accusant les soldats de Tsahal de violences sexuelles. Restez avec nous. Jérusalem Minute arrive tout de suite. Bienvenue dans Jérusalem Minute ici sur JNS TV. Je m'appelle Josh Haston, accompagné d'Alex Trayman. Alex, ravi de te revoir en studio. Je voudrais parler de ton voyage un peu plus tard. Mais d'abord, concentrons-nous sur le voyage du président Trump en Chine vendredi dernier, où il a insisté sur le fait que les relations avec Pékin s'améliorent malgré de fortes divergences concernant l'Iran, Taïwan, le commerce et d'autres sujets. Les responsables américains demandent à la Chine de faire pression sur l'Iran pour stopper la guerre et rétablir la liberté de navigation. Que savons-nous précisément du voyage du président en ce moment en ce qui concerne l'Iran? Bien sûr, cela affecte beaucoup Israël. Eh bien, je pense qu'il est vraiment important de comprendre que sur l'échiquier mondial de Trump, la Chine se trouve de l'autre côté de cet échiquier. Beaucoup des mouvements qui sont faits au Moyen-Orient, au Venezuela et ailleurs d'une manière ou d'une autre sont liés à la Chine. Trump a beaucoup de sujets à aborder. Ce n'est pas une coïncidence si Trump est allé en Chine alors que c'était calme en Iran, qu'il n'y aura pas de nouvelle opération militaire avant que Trump ne soit de retour aux États-Unis. Et cette visite appartient désormais au passé. Certainement, Taïwan, les tarifs douaniers, ce sont des questions d'une importance capitale. D'une certaine manière, la question de l'Iran n'était pas forcément celle à laquelle Trump voulait être confronté. Mais évidemment, la fermeture du détroit d'Ormuz affecte la Chine bien plus que les États-Unis. La Chine, j'en suis sûr, est très mécontente du fait que son fournisseur de pétrole à prix réduit, l'Iran, n'est plus en mesure d'assurer cet approvisionnement. Maintenant, en même temps, est-ce pour Xi Jinping, le président Trump attend beaucoup de lui? Donc, quand il regarde son échiquier mondial et tous les sujets sur lesquels Trump pourrait chercher des compromis, le dossier iranien est probablement celui sur lequel il est le plus facile de faire une concession parce que l'Iran est détruit, n'est-ce pas? Trump a retiré cette pièce de l'échiquier. Et à ce stade, la Chine ne va pas faire d'efforts particuliers pour essayer de sauver une pièce de l'échiquier ici. Je veux dire, c'est comme des coûts irrécupérables ici. C'est placer de l'argent dans un actif qui perd de la valeur, ce que je doute que la Chine ferait. Donc, cela donne à Xi Jinping une occasion de faire une concession sur cette question. Et peut-être que cela nuit à Trump sur certaines autres questions parce que Xi Jinping fait une concession sur celle-ci. Donc, cela concerne certainement ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Nous voulons voir ce qui va s'y passer. La Chine a intérêt à l'ouvrir. Et les déclarations que nous avons entendues de sa part vont dans le sens de vouloir aider le président Trump et mettre fin à ce conflit, un conflit que la Chine veut clairement voir se terminer le plus tôt possible. Le président a déclaré que la Chine s'engageait à ne pas fournir d'équipements militaires à l'Iran, qualifiant cela d'important. Voici l'extrait. Il a dit qu'il n'allait pas fournir d'équipements militaires. C'est une déclaration importante. Il l'a dit aujourd'hui. C'est une déclaration importante. Il l'a dit fermement. Mais en même temps, il a dit, vous savez, qu'ils achètent beaucoup de leur pétrole là-bas et qu'ils aimeraient continuer à le faire. Il aimerait voir le détroit d'Ormuz rouvert. Donc le président a dit ça, attendez une seconde. Je ne sais pas si cette vidéo correspond à ce que j'ai dit. Ce n'est pas grave. Continuez. D'accord. Je veux en parler. On en parlera. D'accord. Peut-on vraiment faire confiance à la Chine pour s'éloigner de l'influence iranienne à ce stade? Eh bien, si vous regardez ce que Trump a dit que Xi Jinping a promis, c'est-à-dire de ne pas envoyer d'armes en Iran, donc c'est facile pour Xi Jinping de dire à Trump « Et ce que je veux de toi en échange, c'est que tu n'envoies pas d'armes à Taïwan. » L'Amérique a envoyé beaucoup d'armes pour dissuader la Chine d'envahir Taïwan. Pour l'Amérique, cela représente une question bien plus importante et sérieuse que celle de l'Iran. Donc, si la Chine a pour objectif de voir moins d'armes américaines expédiées à Taïwan, il leur est alors assez facile de répondre « Et c'est ce que nous voulons ». Et nous n'enverrons pas d'armes à l'Iran. En même temps, Alex, le président sur Truth Social ce vendredi dernier, a suggéré que la destruction militaire de l'Iran allait se poursuivre,
faisant peut-être allusion au fait que nous pourrions voir les États-Unis, potentiellement avec Israël, frapper l'Iran en même temps. Le président a également dit qu'il accepterait peut-être un gel de 20 ans du programme nucléaire iranien. Regardons cet extrait. 20 ans ne vous suffisent pas, il en faut plus. Non. 20 ans, c'est suffisant. Mais leur niveau de garantie n'est pas suffisant. En d'autres termes, il faut que ce soit une vraie période de 20 ans. Nous avons la question des 20 ans et celle de l'uranium enrichi, que l'Iran ne peut apparemment pas retirer faute de technologie. Le président suggère que les États-Unis ou même la Chine pourraient aider à retirer l'uranium enrichi. Eh bien, prenons ces deux choses séparément. Je crois que le président, du moins d'un point de vue psychologique, veut un accord. À la fin de tout cela, que ce soit un accord que les Iraniens concluent en avant, il y a une reprise de l'action militaire, ou plus probablement, et nous en parlerons dans un instant, une reprise de l'action militaire, mais au final, vous aurez un accord. Donc, pour Trump, si l'Iran s'engage pendant 20 ans à ne pas se doter de l'arme nucléaire, c'est une éternité du point de vue américain. Certainement, dans la façon iranienne de voir les choses, il joue sur le long terme. 20 ans, ce n'est peut-être pas si long. Ce que Trump a dit est très important. C'est qu'il faut avoir des garanties que pendant 20 ans, on ne verra aucun mouvement vers un enrichissement supplémentaire de l'uranium. Et cela diffère un peu du JCPOA parce que ce que le premier ministre Netanyahou et l'ancien ambassadeur américain Ron Dermer disaient, c'est que dans le JCPOA original, il y avait des clauses de caducité qui ouvraient en fait la voie à une arme nucléaire iranienne. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, l'Iran disposait déjà de toute l'infrastructure nucléaire. On savait déjà qu'il possédait de l'uranium enrichi à 60%, ce qui pouvait très rapidement être porté à un niveau militaire, c'est-à-dire à 90% d'enrichissement. Donc, pour Donald Trump, ce qu'il dit, c'est « d'accord, on accepte 20 ans, mais si c'est sur 20 ans, c'est parce que l'Iran n'a pas de programme nucléaire. » Toutes les installations nucléaires ont été détruites et les principaux scientifiques nucléaires assassinés. Donc, dans 20 ans, ils devront repartir de zéro. Maintenant, en même temps, l'Iran peut promettre qu'il ne fera rien pendant 20 ans. Israël peut très bien dire, très bien, il y a un accord pour 20 ans, mais si après 20 ans, nous voyons que vous recommencez à développer votre programme nucléaire, nous allons le frapper à nouveau. Donc, si vous obtenez un cessez-le-feu de 20 ans et une garantie de 20 ans, où les États-Unis, l'AIEA, Israël peuvent être sûrs que l'Iran ne développe pas de programme nucléaire, alors vous acceptez cet accord tout de suite parce que c'est ce qui est proposé. Et vous espérez qu'à la fin de 20 ans, sans qu'ils aient de programme nucléaire, vous pourrez à nouveau menacer d'imposer des sanctions très sévères s'ils se dirigent vers des armes nucléaires. Vous espérez qu'après 20 ans, vous aurez assez de moyens pour qu'ils n'aient pas recours à un programme nucléaire. Alors Alex, avec tout cela en toile de fond, concrètement ici et maintenant, on nous a dit ce week-end que des rapports indiquent qu'Israël et les États-Unis mènent leurs préparatifs les plus intenses à ce jour pour reprendre les attaques contre l'Iran, peut-être dès cette semaine. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous pouvons vérifier? Que se passe-t-il ici? Eh bien, il y a beaucoup de rumeurs. Vous savez, on voit des articles dans différents médias, certains auxquels on peut maintenant faire confiance, d'autres qu'on peut recouper, mais on entend effectivement des déclarations de responsables israéliens qui estiment que la guerre est imminente. Et pour Donald Trump, évidemment, le premier et le plus important objectif est de rétablir le passage des navires par les détroits de Ramuz et de le rétablir de façon permanente. Sans aucun péage iranien dans ces détroits, sans aucune menace iranienne de s'en prendre aux navires avec des vedettes rapides ou d'autres méthodes. Donc, la première opération sera certainement d'éliminer toutes ces vedettes rapides pour s'assurer que les navires puissent entrer et sortir librement des détroits de Ramuz, car Donald Trump ne peut pas laisser la situation ainsi. Il pourrait décider d'abandonner la question nucléaire. Il pourrait décider de renoncer au changement de régime. Il ne peut pas renoncer au détroit de Ramuz parce que ses alliés, comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, dépendent eux aussi du flux de pétrole. Les Européens dépendent du flux de pétrole à travers les détroits de Ramuz. C'est une situation que Donald Trump a provoquée avec l'action militaire Epic Fury, donc il doit la résoudre. C'est donc le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est l'uranium enrichi.
Je crois que pour Israël, nous avons entendu le premier ministre Benjamin Netanyahou dire cela il y a quelques semaines. À ce stade, l'objectif numéro 1 pour Israël est de faire sortir cet uranium enrichi, car on pense qu'avec de l'uranium enrichi à 60%, cela laisse l'Iran proche de produire une matière de qualité militaire, mais aussi la possibilité même de créer une sorte de bombe sale qui ne serait peut-être pas nucléaire, mais qui pourrait causer d'énormes dégâts. Donc, il faut absolument s'en débarrasser. Évidemment, le président aurait préféré qu'il y ait un accord avec l'Iran, que l'Iran fasse marche arrière, pendant que les États-Unis et leurs partenaires sont intervenus pour récupérer ce que le président Trump appelle la poussière nucléaire, l'uranium enrichi à 60% qui serait enterré sous terre. Mais si l'Iran ne donne pas son feu vert pour permettre aux États-Unis d'intervenir, alors je crois qu'Israël et les États-Unis ont préparé une opération spéciale afin d'entrer et de récupérer cela par la force. Et donc, ce que vous allez réellement devoir faire, c'est déployer des troupes au sol. Vous allez devoir déployer des troupes au sol afin de protéger ceux qui vont entrer là-bas pour travailler à sortir l'uranium enrichi. C'est une opération très sensible et il faut s'assurer qu'aucun homme armé iranien ne s'en approche. Donc, il semble qu'il y aura probablement des troupes au sol. Et puis en même temps, tant que vous opérez, lorsque vous parlez d'ouvrir le détroit de Ramuz, vous opérez à l'intérieur de l'Iran pour récupérer l'uranium enrichi, je pense que vous verrez Israël et les États-Unis attaquer certaines des autres installations de missiles balistiques qu'ils ont identifiées pendant cette période de cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu a donné à Israël et aux États-Unis l'occasion de renforcer la surveillance et la collecte de renseignements. Donc à ce stade, je crois qu'il y a un certain nombre de cibles militaires supplémentaires qu'ils veulent frapper. Ils veulent probablement aussi éliminer certains dirigeants clés qui se sont opposés à un accord. Ou en ce qui concerne le maintien du contrôle du CGRI sur le pays. Donc, vous voulez vous rapprocher un peu plus d'un changement de régime. C'est donc une opération qui pourrait durer, je pense, plusieurs semaines. Je ne pense pas que cela durera aussi longtemps que les 6 semaines de la première opération. Il y a clairement un état d'esprit qui consiste à intervenir et à se retirer le plus vite possible. Mais l'idée que cela puisse durer 2 à 3 semaines, une autre chose qui pourrait arriver, et cela a été rapporté par certaines sources, c'est que les États-Unis pourraient prendre l'île de Karg, qui est l'île située au cœur du golfe Persique, d'où l'Iran exporte en fait la majorité de son pétrole. Donc, ce sont quelques-unes des choses qui peuvent arriver. En ce qui concerne Israël, les Israéliens disent que cela pourrait être imminent. Cela pourrait arriver dans les prochains jours, cela pourrait arriver la semaine prochaine. Nous devons attendre et voir ce qui se passe. Attendons de voir. Je me rappelle que c'était la Pâque pendant le premier cessez-le-feu, quand on pensait qu'il n'y aurait pas d'accord, puis un accord a été trouvé à la dernière minute. Voyons comment cela évolue cette semaine. Vous n'arriverez pas à un accord à moins qu'il n'y ait une pression militaire très, très forte. Je veux dire, le premier ministre Netanyahou a dit qu'il fallait négocier sous le feu. Et j'aurais tendance à être d'accord avec cette évaluation. Mais ici, le président Trump, lui, a choisi le cessez-le-feu. Mais il y a une menace très réelle de reprise des actions militaires. Donc, ce n'est que lorsque la menace militaire est très, très puissante et imminente et que votre doigt est littéralement sur le bouton. C'est à ce moment-là que vous pouvez potentiellement parvenir à une forme d'accord. Et je ne parle pas au nom de tous les Israéliens, mais je sais que beaucoup d'Israéliens seraient prêts à retourner dans les abris anti-bombes si cela signifiait une menace iranienne extrêmement réduite, en particulier la menace nucléaire, les missiles balistiques et tout cela. Nous sommes un peuple résilient, donc nous verrons ce qui se passe cette semaine. En même temps, Alex, tu as mentionné il y a quelques minutes les Émirats arabes unis. Tous ces rapports sont sortis au cours des derniers jours, indiquant que le Premier ministre Netanyahou et son équipe ont visité les Émirats arabes unis pendant la guerre avec l'Iran. On nous a ensuite dit que le chef d'état-major de Tsahal, les chefs du Shin Bet, je crois, et du Mossad, ont tous visité les Émirats arabes unis en pleine guerre avec l'Iran. Tout cela est sorti ces derniers jours. Que savons-nous de ces visites? Quelle est leur importance? Qu'a-t-on discuté? Que savons-nous à ce stade? Eh bien, tout d'abord, nous avons vu que le bureau du Premier ministre a déclaré que le Premier ministre avait effectué une visite secrète aux Émirats arabes unis. Et puis, Zivagman, qui était à l'époque chef d'état-major par intérim, a depuis démissionné à cause de diverses déclarations qui ont été rendues publiques et qu'il avait faites.
Nous n'allons même pas entrer dans les détails, mais il a démissionné. Et maintenant, il a publié des informations disant que Netanyahou a été accueilli avec les honneurs réservés au roi et il a donné des détails que le prince héritier d'Iran, Sheikh Ben Zayed, a en fait conduit Netanyahou dans sa propre voiture personnelle de l'aéroport jusqu'au palais. Il a également été révélé qu'Israël, lors de ce voyage, a promis une batterie d'intercepteurs du dôme de fer. Et il avait déjà été rapporté auparavant qu'Israël aurait pu envoyer une batterie du dôme de fer, ce que je considère comme un geste incroyable, surtout qu'Israël a besoin de toutes les batteries du dôme de fer dont il dispose. Mais les Émirats arabes unis ont en fait subi plus d'attaques iraniennes qu'Israël. Donc, le fait qu'Israël ait pu fournir cette technologie aux Émirats arabes unis est un geste très important qui a probablement sauvé des vies à l'intérieur des Émirats arabes unis. Et le voyage lui-même, je pense, démontre vraiment comment certains de ces pays arabes regardent vers Israël. Il y a eu des rapports précédents, et j'ai vu cela dans le Times of Israel. Ils avaient tout un article sur la façon dont tous les pays du Moyen-Orient étaient en colère contre Israël à cause de cette guerre. Ces pays voulaient qu'Israël fasse ce qu'ils ont fait. Ils veulent que les États-Unis terminent ce travail. Donc, accueillir Netanyahou, je pense que c'est un geste très important qui démontre simplement la stature de Netanyahou au sein du Grand Moyen-Orient et comment ces pays se tournent vers Israël. C'est un très, très bon signe de voir ce niveau de collaboration. Et que les accords d'Abraham, l'accord de normalisation signé entre les Émirats arabes unis ainsi que Bahreïn et Israël, tiennent bon au milieu de ce conflit. Alex, changeons de sujet. Nous savons tous deux l'importance de la bataille médiatique et d'obtenir les faits exacts. C'est pourquoi JNS existe. Pourtant, il y a quelques jours, le New York Times a publié une tribune de Nicolas Christophe, l'un de leurs contributeurs, l'un de leurs principaux contributeurs. Avec toutes ces accusations contre Israël, y compris des chiens israéliens violant des prisonniers arabes dans les prisons, Israël riposte en poursuivant le New York Times à cause de cette tribune. Le premier ministre Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar ont annoncé jeudi le lancement d'une action en justice contre le New York Times pour avoir publié, pas toutes les informations dignes d'être imprimées, ce qu'ils ont qualifié de l'un des mensonges les plus hideux et déformés jamais publiés contre l'État d'Israël. Et c'est là où nous en sommes actuellement. Plusieurs points sont à clarifier ici. Le premier concerne le moment où cette histoire est sortie. Israël a publié un rapport très volumineux sur les abus sexuels qui ont eu lieu le 7 octobre avec des milliers de témoins, des photos, des vidéos et des images documentées démontrant le niveau de violence sexuelle commise par le Hamas le 7 octobre. Il n'est donc pas surprenant que la même semaine où Israël publie ce rapport complet sur l'ampleur et le niveau des abus sexuels commis par le Hamas, que Nick Christophe va publier un article dans le New York Times affirmant qu'en réalité, des abus sexuels sont commis par Israël. C'est là pour complètement déformer, détourner et distraire de l'attention du véritable rapport publié par Israël. Maintenant, la chronique de Nicolas Christophe s'appuie essentiellement sur 14 sources. Apparemment, il y a eu très peu de vérification des faits. Ces 14 sources sont connues pour fournir ce genre d'informations et certaines des organisations citées étaient des organisations notoirement anti-israéliennes. Donc, et puis je pense que le fait que Christophe ait ensuite affirmé que les chiens participaient réellement aux abus sexuels était une aubaine. Parce que s'il ne l'avait pas dit, alors je pense qu'il aurait été beaucoup plus difficile pour Israël de détourner l'attention de ce qu'a fait Nicolas Christophe. Mais le fait qu'il soit allé aussi loin, il a essentiellement créé ce que les Israéliens appellent l'une des pires calomnies antisémites de l'histoire moderne. Mais toute cette période a été marquée par des calomnies antisémites. L'accusation de génocide est une calomnie antisémite. C'est exactement ce que c'est. C'est une calomnie antisémite, tout simplement. Dire qu'Israël commet un génocide à Gaza, que c'est Israël qui commet les abus sexuels. Que signifie le fait que le ministre des Affaires étrangères et le premier ministre aient annoncé une action en justice? Nous devons voir à quoi cela va ressembler.
Nous ne savons pas quels sont les mécanismes permettant à un État de poursuivre un journaliste ou une publication, donc nous devons attendre de voir si ce procès a réellement lieu et quelle pourrait être la récompense ou la sanction pour une telle chronique. Écoutez, vous savez, on a déjà entendu qu'Israël, ou plus précisément le Mossad, était accusé d'avoir entraîné des dauphins comme espions. On a entendu des rumeurs sur Israël comme l'utilisation de lasers spatiaux ou d'autres calomnies, mais celle-ci dépasse tout. Israël aurait dressé des chiens pour violer des prisonniers. Mais vous savez, le New York Times a en fait vu une manifestation devant ses bureaux l'autre jour contre leur couverture de cette chronique. Donc oui. Et je regardais, vous savez, le New York Times, ils ont publié cet article sur X et je lisais les commentaires. Et puis, vous savez, quelqu'un a écrit dans un des commentaires, je ne me souviens même plus qui et je ne sais même pas si c'est une source crédible, mais quelqu'un a dit, vous savez, ils ont installé des écrans à l'intérieur de la prison de State Taman afin de masquer la vue des caméras sur les abus sexuels qui se produisaient derrière ces écrans. C'est ça. Donc, il n'y a aucune image d'abus sexuel en train de se produire. Donc, quelqu'un affirme qu'il y avait des abus sexuels derrière ça, mais vous n'avez aucune preuve réelle de cela. Donc, c'est juste une inversion. C'est une inversion. Ce qui se passe, et on le voit, les progressistes font ça, Hamas le fait. Quoi qu'ils vous fassent, ils vous accusent de leur faire la même chose. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Oui, absolument. Le timing est très important. Merci de l'avoir noté. C'est typique du New York Times. Discutons-en, Alex. Nous sommes en période électorale en Israël. Un projet de loi propose de dissoudre la Knesset et d'organiser des élections dans environ 90 jours. Nous verrons l'évolution cette semaine. Le parti ultra-orthodoxe affirme avoir perdu confiance dans le Premier ministre. La coalition du Premier ministre Netanyahou, Ofra Katz, a présenté mercredi un projet de loi pour dissoudre la Knesset. Les élections doivent avoir lieu d'ici octobre selon la loi. Nous sommes en mai, il reste donc juin, juillet, août et septembre. Vous parlez sans doute du début septembre si ce projet de loi est adopté. Y a-t-il une vraie différence entre octobre et septembre, ou Netanyahou disait-il simplement que c'était le moment décisif? Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le premier ministre Netanyahou pourrait vouloir, à ce stade, organiser des élections qui auraient lieu presque 2 mois plus tôt, n'est-ce pas? L'élection est prévue pour le 27 octobre. Si cette élection a lieu, ce serait probablement au début du mois de septembre, juste autour de la fête de Rosh Hashanah, probablement juste avant Rosh Hashanah. Et il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles, pour le premier ministre, c'est une meilleure situation. Tout d'abord, comme vous l'avez mentionné, nous commençons maintenant la saison électorale. Alors, qu'est-ce que nous commençons à voir? Nous voyons le discours devenir très toxique. Nous commençons à voir ces panneaux d'affichage toxiques et horribles être installés. Et vous savez, il faut réfléchir à combien de temps le pays devra faire face à cela. Il pourrait y avoir de grands avantages à dire « retirons le pansement d'un coup et finissons l'élection le plus vite possible, n'est-ce pas? » Ainsi, nous n'aurions à vivre cette situation que pendant encore 90 jours au lieu de 150 jours. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour en finir plus vite, cela pourrait donner au premier ministre un peu plus d'avantages face à la réorganisation de ses opposants. De nouveaux partis pourraient tenter de gagner du terrain. Ces 50 ou 60 jours supplémentaires pourraient donner à un nouveau parti plus de temps pour obtenir plus de voix. Donc le premier ministre regarde probablement la carte politique actuelle et se dit « Allons-y, réglons ça ». Maintenant, pour les Haredim, ces partis ultra-orthodoxes, ils sont tellement critiqués par le public à propos de toute la question de la loi sur la conscription et ils cherchent des moyens pour que leurs jeunes évitent de servir dans l'armée. Maintenant, je pense que tout le pays, sauf les Haredim, est uni de la droite à la gauche pour dire que chaque homme éligible devrait être obligé de servir dans l'armée. Comment se fait-il que certains soldats, en particulier d'autres soldats religieux issus de la communauté religieuse nationale, la communauté Dati-Leumi, servent 300, 400 jours dans des opérations de combat en première ligne? Et ces autres religieux restent chez eux. En fait, nous venons de lire dans la paracha de cette semaine, la paracha Bamidbar, le recensement et tout l'objectif de ce recensement, c'est cela.
Tous les hommes de 20 à 60 ans doivent aller à l'armée, n'est-ce pas? Et c'est une obligation de la Torah. Donc, le fait que les soi-disant érudits de la Torah n'y aillent pas, ça ne trouve tout simplement pas d'écho auprès du public. Donc, ils sont frappés très, très durement. De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin que leurs électeurs sortent en très grand nombre afin qu'ils puissent être les faiseurs de rois dans le prochain gouvernement. Maintenant, en ce qui les concerne, ils préfèrent gouverner avec Netanyahou parce que Netanyahou a besoin d'eux pour gouverner et avoir un gouvernement stable. Parce qu'idéologiquement, je suis certain que Netanyahou préférerait gouverner depuis le centre de l'échiquier politique. Le problème, c'est que les partis du centre et de la gauche sont instables et qu'ils changeront leurs exigences au milieu d'un accord de coalition. Les partis ultra-orthodoxes, eux, sont assez transparents sur ce que sont, entre guillemets, leurs besoins ou leurs exigences dès le début. Et le premier ministre Netanyahou a réussi à gérer leurs exigences. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement a duré presque jusqu'à la fin de son mandat. Donc, vous savez, ils peuvent choisir d'être ceux à blâmer. Et Netanyahou pourrait en fait préférer que ce soit eux qui soient blâmés ici pour avoir appelé à des élections anticipées. Tout cela, c'est de la politique électorale, du positionnement et des manigances. Mais je pense que le premier ministre peut voir certains avantages réels à aller vers des élections anticipées. Restez à l'écoute et consultez jns.org pour la couverture des élections déjà lancées, présentant les partis et représentants susceptibles d'être élus à la Knesset cet automne. Et si vous regardez ce que vont être ces prochaines élections, donc évidemment, avant tout, c'est un référendum sur Netanyahou. Il y a des personnes qui soutiennent le premier ministre et qui pensent que personne n'aurait pu gérer cette guerre mieux que lui. D'abord quand Biden était au pouvoir, puis surtout quand Trump était au pouvoir et qu'il fallait cet homme à ce moment-là, qu'il n'y a personne de comparable à Netanyahou. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui pensent que le 7 octobre s'est produit sous sa responsabilité. Personne n'a eu à rendre de compte ici. C'est la pire catastrophe de l'histoire de l'État moderne. En tout cas, depuis 1973, personne n'a eu à rendre de compte et il n'y a eu aucune commission d'enquête. Et même avant le 7 octobre, il était déjà au pouvoir. Maintenant, il approche des 20 ans au poste, et cela dans une démocratie. Aucun dirigeant démocratique n'est resté au pouvoir aussi longtemps que Netanyahou. 20 ans, c'est bien trop. Et les gens pensent simplement qu'il faut passer à la suite, quoi qu'il arrive. Ils ne voulaient pas qu'il soit premier ministre le 7 octobre. Après le 7 octobre, ils ne veulent plus de ce premier ministre et souhaitent son départ à tout prix. C'est le premier point. C'est juste un référendum sur Netanyahou. D'ailleurs, c'était déjà le même problème lors des 5 élections consécutives des 5 années précédant ce gouvernement. Juste un référendum sur Netanyahou. Mais la deuxième partie de la question, c'est simplement qui sont les partenaires de la coalition? Il est clair que Naftali Bennett, qui vient de fusionner dans un parti avec Yair Lapid, et que ses camarades politiques, se sont entendus pour s'associer. C'est déjà la 3e fois. Ils l'ont fait d'abord je crois que c'était en 2012, en repoussant les partis de droite, forçant Netanyahou à gouverner avec la gauche. Ils l'ont fait en 2021 lorsque Naftali Bennett est devenu premier ministre dans le cadre d'un accord de rotation avec Yair Lapid. Et maintenant, ils recommencent. Et donc Netanyahou accuse ou suggère que si Bennett et Lapid parviennent à former un gouvernement, la seule façon d'y arriver sera avec les partis arabes avec lesquels ils se sont déjà alliés la dernière fois. Et c'était la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un parti se proclamant lui-même anti-sioniste était intégré au gouvernement. La seule raison d'intégrer ce parti arabe au gouvernement était d'évincer Netanyahou. Donc, ils ont essentiellement franchi une ligne rouge politique allant à l'encontre de toutes les autres valeurs que les Israéliens avaient. Ils pensaient que Netanyahou, comme premier ministre, était un plus grand danger pour l'État ou leurs égaux qu'un parti arabe au gouvernement, alors ils ont gouverné avec ce parti. Donc, en gros, d'un côté, Netanyahou dit « Eh bien, si vous votez pour Bennett, vous votez pour avoir un parti arabe au gouvernement. » Et de l'autre côté, Netanyahou s'allie aux ultra-orthodoxes. Et si Netanyahou, les partis ultra-orthodoxes et les religieux nationaux parviennent à obtenir 61 sièges ou plus, alors Netanyahou formera à nouveau ce gouvernement de droite et il gouvernera avec les ultra-orthodoxes.
Donc, en gros, cela se résume à une élection entre les Arabes au gouvernement et les ultra-orthodoxes au gouvernement. Donc, ce sont les deux enjeux. Il n'y a presque plus de programme ici. Aucun parti ne dit « voilà ce que je vais faire dans les 5 prochaines années ». Il n'y a pas vraiment de différence d'opinion sur la façon dont la guerre devrait être menée d'ici à la fin de cette guerre, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas vraiment de débat sur un État palestinien ou non, parce qu'à ce stade, même les gens de gauche qui soutenaient auparavant un État palestinien reconnaissent qu'il n'y a aucun moyen de former un État palestinien en ce moment. Donc, il n'y a pas de véritables enjeux. Vous choisissez entre Netanyahou ou non et entre des Arabes ou des ultra-orthodoxes dans votre gouvernement. Très intéressant, nous verrons comment cela va se passer. Nous commençons à peine ici. Nous verrons comment se déroulera le vote cette semaine et si nous allons vers des élections anticipées. En même temps, nous avons toujours un cessez-le-feu à Gaza, plus ou moins. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a déclaré cette semaine qu'Israël pourrait devoir désarmer le Hamas seul alors que les signes se multiplient. Le groupe terroriste islamique reprend le contrôle de Gaza. Le Hamas, à maintes reprises, nous en avons parlé, affirme qu'il ne désarmera pas. Qui va réellement procéder au désarmement? Je ne sais pas. Il se peut qu'au final, la seule entité prête à le faire soit l'armée israélienne. Si cela arrive, une chose que j'espère, pour laquelle je prie et sur laquelle j'insiste, c'est qu'il faut aussi que le monde ne peut pas condamner Israël pour avoir fait ce qu'il n'a pas eu le courage de faire lui-même, c'est-à-dire éliminer le Hamas. Donc, si Israël finit par être la seule entité prête à faire ce que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire pour qu'il y ait un avenir à Gaza, alors j'espère simplement que le monde remerciera Israël au lieu de le condamner. Donc la question est, où se situeraient les États-Unis dans tout cela si l'ambassadeur Huckabee dit qu'Israël devra agir seul? Sous-entend-il que le président Trump délaisse Gaza pour se concentrer ailleurs? Que penser des commentaires de l'ambassadeur Huckabee? Eh bien, le plan en 20 points que le président Trump a présenté indique très clairement qu'en plus de la libération des otages, le Hamas doit déposer les armes. Ce que dit l'ambassadeur Huckabee, c'est ce que tout le monde sait. La seule force qui pourrait éventuellement désarmer le Hamas, c'est l'armée israélienne. Le Hamas ne va pas déposer volontairement les armes. Ils sont en mode survie. Leurs armes sont ce qui leur permet de garder le contrôle sur la population. Et ce qui est également devenu clair, et c'est peut-être une grande chance pour Israël, c'est qu'il n'y a aucune autre troupe dans le monde qui soit prête et capable de désarmer le Hamas. Le seul pays qui voulait envoyer des troupes en Israël pour faire partie de cette force internationale de stabilisation était la Turquie. Et ce que la Turquie espérait faire, c'était en réalité empêcher le désarmement du Hamas. Ils disent « allons-y et établissons notre propre présence ici ». En gros, cela reviendrait à renforcer la présence militaire du Hamas à Gaza. Donc Israël a opposé son veto à cela. Israël dit qu'il n'y aura pas de troupes turques sur le terrain à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc il n'y a pas d'autres pays qui seront prêts et capables. L'Indonésie a suggéré à un moment donné qu'elle pourrait envoyer des troupes, mais il n'y aurait certainement pas de mission pour désarmer le Hamas. Ils ne veulent pas s'engager dans des échanges de tirs avec le Hamas. Ils pourraient dire « D'accord, nous serons là pour superviser la facilitation de l'aide humanitaire ». Donc, les FDI sont le seul acteur, la seule entité. Il a été dit, et Huckabee l'a dit, la seule entité prête à le faire sera les FDI. Mais encore une fois, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière. La question est, quel est l'intérêt si les FDI retournent à Gaza? En ce moment, vous avez une situation où le plan en 20 points retire à l'État d'Israël la responsabilité de ce qui se passe à Gaza. Il n'y a pas beaucoup de pression diplomatique ou internationale sur Israël en ce moment. Il n'y a pas de gros titres tous les jours concernant la situation à Gaza. Et c'est une bonne chose pour Israël parce que si ces gros titres commencent à réapparaître, qu'est-ce qui va se passer? Tsahal intervient, le Hamas se cache parmi la population civile, des échanges de tirs ont lieu. Tout à coup, on commence à entendre à nouveau des rapports sur l'augmentation du nombre de morts dans la bande de Gaza, des bilans de morts invérifiables faisant état de femmes et d'enfants tués. Et ensuite, on voit tous ces gros titres. Et ensuite, les Européens et d'autres parlent de boycotter Israël et d'imposer de potentiels embargos sur les armes, ce qu'Israël ne peut vraiment pas se permettre.
Ensuite, il y a potentiellement une situation où la CPI, la Cour pénale internationale, commence à renouveler des mandats d'arrêt, ce qu'Israël ne souhaite pas. Et en même temps, vous allez perdre des soldats. Je veux dire, c'est la plus grande menace. Vous avez une bande de Gaza piégée. Et puis, quel est le gain? Si vous désarmez le Hamas, d'accord. Cela élimine-t-il une menace? Oui. Pourrez-vous retirer toutes les armes de Gaza? Non, jamais toutes ne seront trouvées. Alors, pouvez-vous éradiquer l'idéologie? Non, vous n'allez pas éradiquer l'idéologie. Ces gens ont été totalement endoctrinés. Donc la question est, si vous intervenez et que vous les affaiblissez encore plus, je veux dire, ils n'ont déjà plus de roquettes capables de frapper la société israélienne comme ils le faisaient auparavant. Et la posture des troupes israéliennes est différente. Israël contrôle 53% de la bande de Gaza. Donc, disons que les FDI interviennent, qu'elles désarment le Hamas. Que va-t-il se passer le lendemain? Le lendemain, on va demander à Israël de se retirer des 50% restants de la bande de Gaza qu'il contrôle, ce qu'Israël ne voudra probablement pas faire. Et ensuite, la communauté internationale va injecter des milliards de dollars dans Gaza pour la reconstruction de la bande de Gaza. Et cela va être une récompense pour eux. Ils vont obtenir une Gaza plus agréable que celle qu'ils avaient avant le 7 octobre. Pourquoi mériteraient-ils cela? Donc, vous avez maintenant une situation dans laquelle ils ont perdu 50% du territoire et perdre du territoire est le seul langage qu'ils comprennent. Par exemple, si vous tuez des terroristes du Hamas, vous en faites des martyrs. C'est un grand honneur dans cette société, compte tenu de la façon dont elle est conditionnée et éduquée. La seule chose qu'ils considèrent comme une humiliation, c'est de perdre du territoire. Israël contrôle actuellement la moitié de leur territoire. Donc, Israël devrait intervenir et en faire encore plus des martyrs afin de rendre la terre pour que des milliards de dollars soient injectés. Ça n'a même pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de reconstruire Gush Katif. Cela aurait du sens selon cette logique. Eh bien, je pense que ce qui a le plus de sens, c'est de créer les conditions pour que, comme nous en avons souvent parlé au début de la guerre, les Gazaouis veuillent partir, n'est-ce pas? Donc, si vous commencez à investir des milliards de dollars pour reconstruire afin de créer une sorte de Riviera sur la Méditerranée, comme en parle Jared Kushner ou d'autres, alors ils auront toutes les raisons de rester. S'il est clair que ces milliards de dollars ne seront pas injectés pour reconstruire cette zone de démolition, ce que vous espérez, c'est qu'il y ait une vague d'indignation publique pour qu'on les laisse partir. Et donc, je pense que la situation actuelle est plus favorable à la promotion de cette émigration volontaire que si Israël intervenait réellement et, entre guillemets, terminait ce travail. Encore une fois, techniquement, il y a eu un cessez-le-feu ce week-end, même si Israël a éliminé le principal commandant militaire du Hamas, en fait le chef de la branche militaire du Hamas. Une frappe de précision a eu lieu dans la ville de Gaza vendredi dernier. Al-Din al-Qaddad est son nom. Al-Din al-Qaddad, l'un des architectes du massacre du 7 octobre, est-il le chef ou le nouveau chef? Je sais qu'Israël a éliminé les chefs de la branche militaire du Hamas. Nous savons qu'il n'y a pas vraiment de différence avec la branche politique. Israël intervient pendant le cessez-le-feu et élimine ce chef, tout comme Israël a opéré au Liban sous des conditions de cessez-le-feu. En éliminant les Al-Haddad a remplacé Mohamed Sinwar, qui est le frère de Yahya Sinwar, donc un poste très élevé. Et vous voyez ici encore que la définition de cessez-le-feu est différente de ce qu'elle était auparavant. Dans le passé, un cessez-le-feu signifiait que les terroristes pouvaient tirer des roquettes sur Israël de temps en temps et qu'Israël était empêché de répondre. Et ici, Israël est très proactif, même pendant un soi-disant cessez-le-feu, afin d'éliminer les terroristes. Ils font cela à l'intérieur de Gaza. Ils font cela aussi dans le sud du Liban. Maintenant, il y a également des discussions selon lesquelles Israël pourrait potentiellement reprendre une opération dans le sud du Liban. Je pense que cela est peu probable. Nous venons d'entendre des rapports selon lesquels Israël et le Liban ont décidé de prolonger le cessez-le-feu temporaire de 45 jours. 5 jours. N'est-ce pas? Et encore une fois, que signifie cessez-le-feu? Eh bien, les FDI opèrent et les FDI sont également la cible de tir du Hezbollah. Donc, cessez-le-feu signifie conflit de faible intensité, opération ciblée israélienne. En ce moment, les Libanais tirent toujours sur les villes frontalières israéliennes, mais ils ne tirent pas de missiles longues portés sur Haïfa ou sur Tel Aviv.
Donc, vous avez ce genre de situation qui couvre. Donc, c'est à cela qu'Israël et le Hezbollah ont consenti par le biais d'un accord avec le Liban qui n'est pas le Hezbollah. Le Hezbollah ne fait en réalité pas partie de l'accord, mais il y a essentiellement une entente selon laquelle ce faible niveau de frappe israélienne ciblée et le fait d'essuyer quelques missiles à courte portée va continuer à court terme. Mais vous n'allez pas voir un retour à ces combats très intenses. Et l'entente ici, c'est que le Hezbollah s'est replié non seulement dans ses bastions à Beyrouth, comme dans cette banlieue appelée Dawiya, où Israël a mené de lourdes attaques à l'intérieur de Dawiya. Mais maintenant, on pense que le Hezbollah déplace son quartier général dans les quartiers sunnites de Beyrouth. Alors, est-ce qu'Israël veut maintenant commencer à attaquer à l'intérieur des quartiers sunnites de Beyrouth et causer encore plus de destruction à la capitale du Liban? C'est une grande question. Donc, vous savez, je pense qu'on peut avancer un bon argument ici pour dire qu'Israël ne va pas relancer de grandes opérations militaires ni à Gaza ni au Liban, mais préfère plutôt maintenir ce nouveau statu quo, où ils frappent simplement quand ils en ressentent le besoin. Vous gérez la situation d'une manière totalement différente d'avant, et c'est vraiment une stratégie de tondre la pelouse, n'est-ce pas? Les gens affirmaient que la stratégie israélienne de tondre la pelouse échouait. Tondre la pelouse ne consiste pas à y aller tous les 3 ans et enlever quelques broussailles. Avec une cour, il faut tondre chaque semaine. Donc, chaque fois qu'Israël voit un mouvement, que ce soit à Gaza ou dans le sud du Liban, il frappe de façon régulière. Et vous ne pouvez pas, au final, éliminer les idéologies. Et vous ne pouvez pas vraiment éliminer leur contrôle ou leur emprise sur leur population avec des armes, à moins d'être prêt à intervenir avec des troupes au sol. Et cela comporte le risque que les Israéliens subissent des pertes lors de ces échanges de tirs. Alex, nous arrivons presque à la fin de l'émission, mais nous avons eu l'occasion de parler avant le début. Tu viens de passer 2 semaines aux États-Unis. Tu m'as dit que tu te promenais dans les rues de New York, d'où tu viens, je crois, du New Jersey. Et tu as dit que les gens étaient très, très inquiets. Tu as utilisé le mot « effrayé » pour décrire la situation actuelle aux États-Unis, à New York. Parle-nous de ça si tu peux. Est-ce qu'on parle de l'antisémitisme? Est-ce qu'on parle des gens comme Mamdani aux États-Unis? Comment as-tu vécu ton voyage? Eh bien, tu sais, la première chose, c'est la sensation physique immédiate dans la rue. Et j'ai vu beaucoup de Juifs, tu sais, portant des kippas, tu sais, très librement dans les rues de New York. J'ai déjà vu la ville avoir l'air pire que pendant ce voyage. Par exemple, pendant le COVID, les choses semblaient bien pires. Il y a peut-être 1 an et demi, j'étais à New York et on voyait beaucoup plus de migrants se promener dans les rues. Et pour une raison quelconque, il y a moins de migrants dans les rues en ce moment. Donc, la situation semble un peu plus calme. Mais en parlant avec les gens, et j'ai pris la parole lors de nombreux événements dans l'Upper East Side et à Scarsdale, et j'ai eu beaucoup de réunions, des dizaines de réunions avec, je dirais, des Juifs influents à New York, et ils me disent que l'ambiance est très anxieuse. Et ils sont inquiets à propos de Mamdani et de ses politiques. En particulier, il y a un règlement qui a été adopté à New York récemment qui dit que les manifestants ne sont pas autorisés à s'approcher à moins de 25 pieds d'une synagogue, d'un lieu de culte juif. 25 pieds, c'est très proche. Je veux dire, c'est comme d'ici jusqu'au bout de la salle de contrôle. Ce n'est pas loin du tout. Je veux dire, ce n'est vraiment pas loin. Et vous savez, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne ou un groupe de personnes qui se trouvent à 25 pieds, vous savez, décide de foncer dans une synagogue si jamais ils décident de le faire, n'est-ce pas? Les gens qui manifestent dehors, ce n'est pas comme les manifestations pour la réforme judiciaire ici à Tel Aviv, où vous avez des femmes de 70 ans qui tiennent des pancartes et disent « Bibi Lech, blablabla, bla, bla, bla. » Genre, et qui se contentent de harceler verbalement et d'être agaçantes. Là, ce sont des gens qui appellent à l'intifada, d'accord? Et on a déjà vu une augmentation de l'antisémitisme violent. Donc, en adoptant ce règlement, ce que la ville fait, c'est dire « Manifestants, vous êtes autorisés à vous installer à 7,5 mètres d'une synagogue. » Je veux dire, ça aurait dû être à 45 ou 90 mètres d'une synagogue où ils auraient dû dire que vous n'êtes pas autorisé à manifester aussi près d'une synagogue.
Si vous voulez manifester, faites-le sur une place publique ou dans un parc. Vous ne pouvez pas aller manifester devant un lieu de culte, n'est-ce pas? Et la réglementation ne s'applique même pas à un centre communautaire juif ou à une école juive, seulement à une synagogue. Donc, vous savez, ils peuvent même s'en approcher encore plus. J'ai vu un groupe pro-Hezbollah manifester à Brooklyn la semaine dernière en marchant dans les rues des quartiers juifs. Des Juifs se tenaient sur le pas de leur porte, regardant ces personnes pro-terroristes juste devant chez eux. Donc, je pense que c'est une situation vraiment, vraiment effrayante. Ce n'est probablement pas aussi grave à New York en ce moment que ce que nous voyons à Londres ou dans certaines autres parties de l'Europe. Mais si vous voyez comment ça se passe à Londres, comment ça se passe à Paris, eh bien, New York va dans la même direction. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Et maintenant, les gens me demandent, ils disent, eh bien, qu'est-ce qu'on est censé faire? Maintenant, je suis journaliste. J'essaie juste d'informer les gens, de leur dire ce qui s'est passé, comment interpréter ce qui se passe. Mais mon message, c'est de rester vigilant. Soyez très prudents en matière de sécurité en ce moment. Soyez fermes. Restez fermes. Ne laissez pas les manifestants penser qu'ils peuvent réussir en attaquant une synagogue. Soyez malins, soyez organisés. Soyez armés de tout ce que vous pouvez. Quelqu'un a dit, dans certains endroits, nous pouvons porter des armes à feu. J'ai répondu, alors, portez un spray au poivre. Formez-vous à l'autodéfense. Comprenez que vous êtes dans un paradigme différent maintenant. Vous devez être fort. Mais l'autre chose, c'est d'être fier. Soyez fiers de qui vous êtes. Vous savez, il faut apprécier tout le travail qu'Israël a accompli pour réussir face à ses ennemis ici, dans son propre voisinage, et être déterminé à réussir tout autant face aux ennemis là où vous êtes aussi. Soyez simplement fiers d'être juifs, continuez simplement à faire ce que vous faites. Et l'autre chose, bien sûr, c'est de transmettre vos valeurs à vos enfants, n'est-ce pas? Ne laissez pas les enseignants de l'école, les professeurs d'université, les influenceurs sur TikTok ou les politiciens enseigner des valeurs à vos enfants. Les seuls qui peuvent transmettre vos valeurs à vos enfants, c'est vous. Donc, ce sont les principaux messages que je pense avoir essayé de transmettre aux gens lorsqu'ils me demandaient ce que je pense qu'ils devraient faire. Mais je crois vraiment que les gens doivent être très vigilants et ils m'expriment leur grande inquiétude face à la situation actuelle. C'est préoccupant, aucun doute. À nos frères et sœurs outre-Atlantique, soyez prudents. Alex, bon retour. Ravi de te retrouver. Alex Treyman, PDG de JNS, Josh Astin, correspondant JNS News, merci d'être là pour Jérusalem Minute sur JNS TV. Profitez des excellents programmes de JNS TV, abonnez-vous et laissez un super merci. Visitez aussi jns.org pour les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Merci aux personnes du CNT ici qui rendent tout cela possible. Rendez-vous la semaine prochaine pour Jérusalem Minute sur JNS TV.